imaginez un instant qu'on puisse piocher un outil dans un domaine qu'on n'attend jamais dans le monde de l'entreprise, la psychanalyse, pour résoudre l'un des problèmes les plus fréquents et les plus coûteux. C'est un peu fou, non? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Bon, on s'est tous déjà posé la question. Un grand projet, des mois de travail, et ça déraille. Mais qu'est-ce qui coince au fond? Souvent, on pense tout de suite aux techniques, ou alors au budget, bien sûr. Mais si le vrai problème, la vraie cause, était quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque chose d'invisible, et surtout de silencieux? Voilà un scénario classique, presque caricatural, mais tellement vrai. Un risque technique, un truc vraiment critique est repéré. Mais personne ne dit rien. Le silence s'installe. Et forcément, ce qui devait arriver arrive. Quelques mois après, c'est l'explosion. Le projet prend l'eau et la facture, elle triple. C'est une histoire qu'on entend encore et encore, malheureusement. Eh bien, ce silence qui coûte si cher, il a un nom. C'est ce qu'on appelle le problème du non-dit. Et on va voir ensemble que c'est bien plus qu'une simple gêne, c'est un véritable poison au cœur de beaucoup d'échecs. En fait, pour comprendre d'où vient ce non-dit, il faut voir qu'on est face à un vrai choc des cultures. D'un côté, il y a ce qu'il faudrait pour que la parole se libère, de l'écoute, pas de jugement, du temps. Et de l'autre, la réalité brute de l'entreprise, le contrôle, la pression de la performance, la hiérarchie bien présente. Ces deux mondes, sur le papier, sont quasi incompatibles. Alors, la question à 1 million. Comment on fait? Comment on réconcilie ces deux mondes? La solution, elle existe. Mais attention, elle demande une rigueur absolue. On va adapter un concept puissant, celui de l'association libre, pour le monde de l'entreprise. Voyons comment ça marche en pratique. Ok, alors l'association libre, c'est quoi exactement? À la base, l'idée est simple. C'est le fait de dire tout ce qui nous passe par la tête, sans filtre, sans censure. L'objectif, c'est de faire remonter à la surface les pensées, les blocages qui sont un peu enfouis. On voit tout de suite le potentiel énorme pour une organisation, n'est-ce pas? Mais on sent aussi tout de suite les dangers si c'est mal fait. Et attention, l'idée c'est pas du tout de transformer l'open space en un gigantesque divan de psy, soyons clairs. Non. L'idée, c'est d'adapter cet outil de façon très structurée, très méthodique. Et ça passe par des formats concrets. Le tout premier, ce sont les espaces de parole non filtrés. Comment ça se passe? C'est très cadré. On prend un petit groupe, entre 5 et 8 personnes, avec un facilitateur qui est formé pour ça. C'est essentiel. Et on pose des règles d'or. Pas de jugement, on ne coupe pas la parole, et surtout on ne cherche pas de solution tout de suite. Le but, et c'est vraiment le point clé, ce n'est pas de résoudre les problèmes sur le champ, c'est de révéler, de capter les petits signaux faibles, de sentir le vrai climat de l'équipe. Bref, c'est un outil de diagnostic pour voir les tensions avant qu'elles n'explosent en crise. Allez, on continue avec un autre format, encore plus concret, qui s'attaque vraiment au nerf de la guerre, les projets. C'est ce qu'on appelle les revues de projets inconscientes. Là encore, le processus est d'une efficacité redoutable. On pose une seule question, très simple, très directe. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce projet, mais que vous n'avez jamais osé dire? Ensuite, silence total pendant 5 minutes. Chacun écrit pour soi. Puis, tour à tour, chaque personne lit ce qu'elle a écrit, à voix haute, sans débat, sans justification. C'est un moyen hyper puissant pour court-circuiter cette fameuse autocensure qui plombe 9 réunions de projet sur 10. Et pour que ce soit bien concret, voici un exemple réel. Dans une de ces sessions, un consultant lâche enfin le morceau. Il a des doutes sur les compétences d'un des chefs d'équipe. C'était le point de blocage, le truc qui minait l'ambiance et qui mettait le projet en danger. Et personne n'en avait jamais parlé ouvertement. D'un coup, l'information cruciale pour la réussite du projet est sur la table. Bon, on a parlé des projets, mais il y a aussi les moments de crise, les moments où l'humain est mis à rude épreuve. Pour ça, il y a un troisième format, qui est un outil de cohésion vraiment puissant, le débrief émotionnel post-crise. Là, l'objectif est complètement différent. On ne va pas parler des faits, de la chronologie, du qui a fait quoi. Non, on va parler du vécu, du ressenti. Après une crise, d'habitude, on fait un retour d'expérience très factuel. Ce format, lui, il se concentre sur comment on l'a vécu. Le simple fait de permettre à chacun de vider son sac, de parler de ses émotions, ça fait baisser le stress d'un coup et ça ressoude l'équipe bien plus solidement qu'un simple rapport. Et enfin, le quatrième et dernier format, cette fois-ci c'est plus en tête-à-tête, c'est un outil très puissant pour les RH ou pour les managers, les entretiens individuels d'association libre. Ici on est donc en 1-1. La technique est très fine, il s'agit de poser des questions très ouvertes, d'accepter les longs silences, c'est souvent là que la vraie pensée émerge, et de relancer de façon neutre, sans jamais guider la personne. Une question toute simple comme « En ce moment, qu'est-ce qui vous occupe l'esprit par rapport à votre travail ?» Ça peut paraître banal, mais ça peut ouvrir des portes totalement inattendues sur le moral, les ambitions, les frustrations d'une personne. Bon, tout ça a l'air génial. Mais, il y a un grand mais. C'est un outil extrêmement puissant, ce qui veut dire qu'il est aussi potentiellement dangereux s'il est mal utilisé. Ça ne s'improvise pas.
Il y a des conditions de réussite qui sont absolument critiques. Et là-dessus, il faut être très clair. Ce n'est pas négociable. Si on n'a pas un cadre ultra rigoureux, l'exercice ne sera pas juste inutile. Il peut devenir totalement contre-productif. Il peut même faire des dégâts. Alors quels sont ces fameux piliers? Il y en a 4. Premier pilier, le plus important, la sécurité psychologique. Ça veut dire 0 sanction possible pour ce qui est dit. La confidentialité doit être blindée. Deuxièmement, former les managers. Un manager qui n'est pas formé à l'écoute va par réflexe juger, couper la parole et tout casser. Troisième pilier, un cadre limpide. On définit le temps, le but, les règles du jeu. Et enfin le quatrième, la non-instrumentalisation. Il ne faut jamais que les gens aient l'impression que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Si cette confiance-là n'est pas absolue, ça ne marchera pas. Ok, mais même si on respecte ces 4 piliers à la lettre, il faut rester lucide. Il y a des risques qui sont propres à cette méthode. Il faut les connaître pour mieux les anticiper. Et l'idée, c'est d'être pragmatique. Pour chaque risque, on a une parade. Par exemple, le risque que ça tourne au bureau des plaintes, simple. On limite la durée de la session de manière très stricte. Le risque de confusion avec une thérapie de groupe, on rappelle très clairement au début que l'objectif est professionnel. La surcharge émotionnelle pour les managers, on forme les facilitateurs et on prévoit un relais, un contact RH ou un psychologue si besoin. C'est vraiment de la gestion de risque, pure et simple. Bon, tout ça c'est bien beau, mais à la fin de la journée, qu'est-ce que ça rapporte? Est-ce qu'on a un retour sur investissement? Les premières observations de terrain sont assez parlantes. Ce chiffre, c'est entre 20 et 30% de réduction des conflits latents, ces fameux conflits qui pourrissent l'ambiance sans qu'on sache pourquoi. Et c'est aussi une détection beaucoup plus rapide des risques projets. En clair, on transforme le non-dit en performance. Le gain n'est pas juste dans l'ambiance, il est concret, il est mesurable. Et c'est là qu'on comprend qu'on ne parle pas juste d'un nouvel outil RH à la mode, pas du tout. On est en train de toucher à quelque chose de bien plus fondamental, qui relève de la culture même de l'entreprise. Parce que le véritable enjeu, il est là. Mettre en place ces outils, ce n'est pas juste cocher une case dans un plan d'action. C'est faire un choix profond de transformation culturelle. C'est le choix de passer d'une entreprise qui fonctionne sur le contrôle à une entreprise qui choisit d'organiser sa propre lucidité, collectivement.